Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, Bonjour. épisode du podcast, voilà le premier épisode, il fallait que ça arrive. Le gros projet dont je vous ai parlé il y a plusieurs semaines maintenant, eh bien, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis accompagné par un ami et aussi un collègue, voilà. Il n'est pas trop connu et c'est bien dommage puisque son travail est juste exceptionnel. Je te laisse te présenter. Merci beaucoup déjà. Bonjour tout le monde. Bonjour Rami. Déjà, merci de m'accueillir sur ta chaîne YouTube. Pour moi, c'est la première collaboration. Elle est très importante. Et ça me tient à cœur qu'elle soit faite avec toi. On avait beaucoup discuté en off. Ouais, c'est Mais clair. voilà, tout simplement, j'ai une chaîne YouTube. Ça fait une petite année que j'ai commencé, située en Belgique, parce qu'ici en Belgique, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup moins de contenu proposé aux fans de Formule 1, soit sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc, je suis fort actif sur Instagram et TikTok également. Et ici, le projet de Rami avec le podcast, afin de discuter bien des Grands Prix d'une manière un petit peu plus posée, en dehors d'un contexte de débrief respectivement sur nos chaînes, ça m'a vraiment botté. Et du coup, voilà, je suis grave partant et merci à toi de m'accueillir. Magnifique, magnifique présentation. Franchement, les amis, allez voir ce qu'il fait, c'est juste exceptionnel et je trouve que c'est pas assez récompensé pour tout le travail qu'il y a derrière. Je le connais personnellement et croyez-moi, il travaille vraiment. Alors, on va commencer ce podcast. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le principe d'un podcast, on va revenir sur pas mal de sujets. On va commencer par une petite review quand même du Grand Prix en 1 minute. Voilà, c'est pas long, histoire de reprendre quand même certaines informations de ce week-end. Ensuite, on va passer au top et au flop. On va tous les deux citer un top et un flop. Voilà, on va y passer environ 2-3 minutes. Et du coup, dans le grand 3, eh bien, on va se poser une question. Red Bull, génie ou tricherie? On va voir ça ensemble. On va peut-être avoir un petit débat puisque je ne connais pas l'avis de Nico et il ne connaît pas non plus le mien. Donc, on va peut-être avoir un grand débat. Bon, les amis, on est parti maintenant pour la review en 1 minute. Alors les amis, on est parti maintenant pour la review de ce Grand Prix. Elle va être très très rapide vu qu'elle dure que 1 minute. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant le week-end, Carlos Sainz obtient la 3e pole position de sa carrière en devançant de très très peu son coéquipier Charles Leclerc de 65 millièmes de seconde lors des qualifications. Malheureusement, les Ferrari ne vont pas avoir de chance puisque le pilote monégasque va recevoir une pénalité de 10 places pour l'utilisation d'une 5e unité de puissance. On passe directement à la course. Max Verstappen a directement montré la couleur dès le premier virage. Malheureusement, Carlos Sainz a eu beaucoup moins de chance vu qu'il s'est fait directement percuter après 2 safety cars et même un arrêt raté de la part de Max Verstappen. Eh bien, c'est quand même le pilote néerlandais qui vient s'imposer au bout du suspense face à un Lewis Hamilton qui ne pouvait pas faire forcément grand-chose avec la monoplace qu'il avait entre les mains. Max Verstappen et sa Red Bull triomphent pour la 13e fois cette année et au passage, avec son coéquipier Sergio Pérez qui vient se placer à la 4e position, il offre à Red Bull le 5e titre constructeur de leur histoire après 8 sacres consécutifs de Mercedes. Au niveau du classement, eh bien, Verstappen est double champion du monde, on le sait déjà, avec 391 points et un écart de 124 points avec Charles Leclerc, son dauphin, qui reprend d'ailleurs la seconde position sur Pérez avec 2 points d'avance. Donc voilà les amis pour la petite review. Je sais qu'il y a plein de choses qui sont passées, mais je vous invite à aller voir mon débriefing pour tout savoir de cette course. Bon les amis, on est déjà rendu au grand 2, on va vous donner voilà, les tops et les flops. Alors on ne s'est pas concerté, voilà, il faut le dire. Ça se trouve on a les mêmes tops, ça se trouve on a les mêmes flops. On a droit seulement d'en choisir qu'un seul. Alors on va commencer par qui? On commence par qui? Écoute, moi je vais bien commencer et je vais te donner mon top. Alors, je pouvais t'en dire vraiment, franchement plusieurs parce qu'il y en a eu tellement durant ce Grand Prix, mais je vais te dire Sébastien Vettel, tout simplement parce que pour moi sa prestation, elle est passée un petit peu inaperçue aussi à la caméra durant le Grand Prix parce que j'étais pas mal durant l'on-board sur F1 TV. Honnêtement, son Grand Prix, ici j'ai noté, je pense que au départ, il prend 5 positions sur le départ. Enfin, franchement, les départs de Sébastien Vettel, style de Red Bull, ça m'a fait vraiment penser à ça. Et puis, on le voit vraiment, il n'avait pas la machine pour dépasser excusez-moi, en ligne droite. Il l'a fait dans des endroits un petit peu plus compliqués, sur les extérieurs et tout ça. Enfin, franchement, vraiment magnifique. D'ailleurs, pour moi, l'image forte de ce Grand Prix, c'est au tour 41. En fait, on voit Hamilton prendre la P1 à Sébastien Vettel au T1. Je trouvais que l'image, l'émotion derrière ça, il y avait quand même quelque chose.
Alors, au-delà des 11 titres en une seule image, pour moi, c'était un petit peu symbolique. Sébastien Vettel a mené des tours cette saison et quel Grand Prix. Donc, pour moi, mon top, Sébastien Vettel. D'ailleurs, je pense qu'il a été élu Driver of the Day. Ouais, t'as tout dit et le problème c'est qu'en fait j'ai le même top que toi. Ah, Mais attends, je vais essayer d'un petit peu peut-être d'en choisir un autre, hein, voilà, parce que t'as tout dit en fait. T'as juste oublié un petit truc, c'est le dépassement sur Albon via l'extérieur. Il fallait le faire quand même. Il fallait le faire. Même moi, je l'ai dit dans mon débrief d'après-course, c'était du grand Sébastien Vettel et ça nous rend, franchement, ça me rend encore plus triste de savoir qu'il sera plus là l'année prochaine. Mais vu qu'on est sur des champions du monde, je pense que je vais partir aussi sur Fernando Alonso. D'ailleurs, Fernando Alonso qui s'est pris une pénalité de 30 secondes après la course pour avoir roulé sans rétroviseur, comme si c'était de sa faute s'il n'avait pas de rétroviseur. On en parle souvent des décisions de la FIA, mais là, en ce moment, ça devient juste catastrophique. Moi, Fernando Alonso, là, bon, j'étais pas préparé à le mettre dans mes tops, mais bon, c'est celui qui m'a le plus plu, on va dire. Quand même, tu te prends Lance Stroll en pleine poire, tu finis sur 2 roues, tu arrives quand même à revenir sur la piste, tu te tapes un arrêt au stand. Je crois qu'il a fait un très très mauvais arrêt au stand, Fernando Alonso, pendant la course. Et au final, tu arrives quand même à finir dans les points. Donc voilà, franchement, c'était quand même la journée des champions du monde, hein. Verstappen a fait une bonne prestation, Lewis Hamilton a fait une bonne prestation, Vettel également, et Fernando Alonso. Ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, Fernando Alonso n'est plus dans les points dû à sa pénalité. Mais bon, moi personnellement, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. je voulais Donc, juste rebondir sur un seul aspect là-dessus. Honnêtement, je pense qu'on va se souvenir de ce Grand Prix des États-Unis un petit peu d'une façon. Enfin, je pense qu'il se démarque un petit peu des autres, vraiment parce que c'était nos héros, nos champions, vraiment qui nous ont montré des choses magnifiques durant ce Grand Prix. Tu le disais, Lewis Hamilton. Enfin, pour moi, je pouvais le mettre facilement dans mon top parce que faire ce qu'il a fait avec sa Mercedes, il joue pas dans la même cour que la Red Bull. Pourtant, enfin, tu vois, il prétend quand même à la victoire. Alors, ok, avec des circonstances de course. Je parle de la deuxième safety car provoqué justement par Alonso et Stroll enfin, notamment. Mais enfin, oui, voilà, pour moi, honnêtement, ce Grand Prix des États-Unis, il a vraiment une saveur particulière pour les champions du monde. Vraiment, ils nous ont montré qu'en fait, ils ont encore ça entre les mains et qu'ils ne sont pas champions du monde pour rien. ouais, mais c'est vrai que c'était vraiment la journée des champions du monde dimanche. Et franchement, ça s'est énormément vu. Les jeunes ont eu beaucoup de mal. Donc, on espère voir ça potentiellement au Mexique. Voilà. On espère voir encore plus de surprises et surtout voir un grand Sébastien Vettel avant qu'il parte, quoi. Ouais, mais ça me fait également du mal hein, de le voir comme ça, vraiment performer et de se dire qu'il part en fin de saison. Mais au-delà de ça, je pense que le plus important, c'est de se dire qu'il part, mais d'une très belle façon. Tu vois, les derniers Grands Prix, c'est magnifique ce qu'il nous montre ici. Enfin, depuis quelques Grands Prix, hein, ça fait pas un ou deux Grands Prix, vraiment, il nous montre de très belles choses sur sa fin de carrière. Alors, voilà, est-ce que c'est un autre débat? Est-ce qu'il va revenir sur sa décision dans les années à venir? Je pense que c'est un des plus grands amoureux de la Formule 1 qui est présent sur la grille. Voilà, je pense que malheureusement, ce qu'il y a à côté de la Formule 1 le dérange trop, mais quel pilote, franchement, quel pilote. J'ai pas de mots. Ah bah, je suis totalement d'accord avec toi. Et oui, il y en a eu quand même pas mal qui ont été assez éblouissants ce week-end. Des pilotes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. C'est assez dommage d'ailleurs pour Lance Stroll qui s'est planté avec Fernando Alonso parce qu'à un moment pendant le Grand Prix, il était quand même troisième au tout début. Il aurait pu aller chercher de très gros points aujourd'hui et voilà, malheureusement, dans cette Aston Martin, il faut savoir saisir les occasions quand elles se présentent. Et Lance Stroll, il a un petit peu déconné, je trouve. Certains ont dit que c'était pas de sa faute, quoi que ce soit, ou que c'était un fait de course. Moi, personnellement, je trouve que ça se voit quand même pas mal que il tourne quand même sur Fernando Alonso et il n'a pas forcément le droit de le faire. En fait, il tourne trop tardivement. Il aurait pu le faire avant pour essayer de le déporter un petit peu vers la gauche, mais c'était beaucoup trop dangereux. En tout cas, on va fermer du coup le chapitre sur les tops et on va passer directement aux flops. Alors, vu que tu as commencé avec les tops, je te laisse continuer avec les flops en espérant qu'on n'ait pas le même cette fois-ci. Alors voilà, pour moi, mon flop Rami, je vais te dire que c'est Esteban Ocon. Vraiment, il m'a déçu durant ce week-end. On peut le voir, sa qualification, je pense qu'il se qualifie en 17e position. Au final, il s'était lancé de la voie des stands. Donc, on s'attendait à un Grand Prix quand même compliqué. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, tu m'as donné ton top en Fernando Alonso.
ben, il est monté limite comme E.T. En train d'être téléporté vers la Lune. Malgré ça, il retombe sur ses quatre roues, il repart, il repasse au stand, un arrêt au stand aussi qui dure longtemps, parce qu'il faut checker un petit peu l'aileron avant, et, enfin, tout changer. Donc voilà. Et malgré ça, il fait son comeback. Fernando Alonso, il a un meilleur rythme de course que son coéquipier Esteban Ocon. Tu l'as dit, Alonso termine P7 et Esteban Ocon termine P11. Grâce à la pénalité de son coéquipier, il intègre le top 10, donc il repart de là-bas avec un petit point. Mais quel week-end raté, tout simplement, d'Esteban Ocon. Et ça me fait mal parce que j'ai vraiment à cœur qui soutiennent beaucoup Alpine dans la lutte au P4, comme tu le disais tout à l'heure, contre McLaren. Ce que Ricciardo ne fait pas avec McLaren. On voit depuis le début de saison quand même Esteban Ocon, il participe grandement aussi au fait qu'Alpine soit devant McLaren. Mais vraiment un week-end, un trou noir, tout simplement. Voilà. Donc pour moi, Esteban Ocon, mon flop malheureusement du week-end, surtout qu'il sort d'un Grand Prix, une mini course sprint de Suzuka, on va dire, incroyable, avec des belles défenses sur Lewis Hamilton. Voilà, donc j'espère qu'il va se ressaisir au plus vite parce que l'année prochaine, il a une écurie à tirer vers le haut avec son compatriote Pierre Gasly. Bon, écoute, moi, je l'avais pas vu en plus sous cet angle parce que j'étais tellement, je pense, concentré sur Fernando Alonso. Et c'est vrai que pour moi, la performance d'Esteban Ocon, elle est un petit peu passée inaperçue. Je l'ai pas du tout vu pendant la course. Euh, Après, j'ai tendance à chaque fois à regarder la caméra de chaque pilote, mais c'est vrai que Esteban, il s'est fait vraiment invisible, hein. Il était invisible pendant ce Grand Prix, et c'est vrai que ouais, je te rejoins dans ton flop. C'est vrai que c'était pas une super bonne course, comme on a pu le voir au Japon. Là, maintenant, je vais te donner mon flop. Tu en as parlé tout à l'heure, mais malheureusement, j'ai pas envie d'encore plus taper sur lui, mais parce que je l'adore littéralement, mais comme je pense tout le monde, Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo. Moi, j'ai qu'un seul chiffre à te donner par rapport à Daniel Ricciardo, c'est 30. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, le chiffre 30? Comme ça de tête, quoi, son nombre de points cette année? Non, Même pas. non, Je sais même pas s'il a 30 cette année, pour te dire. je crois pas. Je crois pas. Si peut-être. 30, Non, non, il est pas à 30. Non, non, il est pas à 30. 30, 30, 30. Non, ça ne me dit rien. Et Par rapport bah, au qualif? 30, c'est le nombre de secondes par rapport à son coéquipier pendant le Grand Prix. Ah. Voilà, 30 secondes. Daniel Ricciardo a fini la course à 90 secondes environ, 80 secondes pardon, de la tête de course de Max Verstappen. Et Lando Norris a fini environ 53 secondes. Il y avait environ 30 secondes entre les deux. Avec 2 safety cars. Hein. Avec 2 safety cars. Ouais, il n'y a pas de mots. Moi, en fait, je n'ai vraiment pas envie de continuer de taper sur Daniel Ricciardo, surtout qu'il ne sera plus là l'année prochaine. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que j'essaye un petit peu d'épargner, par exemple, Nicolas Latifi lors de mes débriefs, parce que je sais que l'année prochaine, il ne sera plus là. J'ai pas envie d'enfoncer quelqu'un qui est déjà dans un trou, en fait, littéralement. Mais Daniel Ricciardo, cette saison, pour moi, c'est la saison de trop, en fait. Je pense, moi, personnellement, si j'étais à sa place, j'attendrais juste que ça se termine, parce que là, franchement, ça devient très, très triste, et même par rapport à son image et l'image qu'il va rejeter, en fait, par rapport aux autres écuries, il va vraiment falloir faire quelque chose, et là, pour moi, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, si McLaren n'est pas forcément côte à côte avec Alpine, c'est totalement de sa faute. Pour moi, c'est totalement de sa faute. La saison n'est pas la bonne. J'ai hâte de voir ce que va faire Oscar Piastri l'année prochaine avec cette McLaren. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il n'arrive pas à s'adapter à cette voiture. Je pense que quand il était chez Red Bull, il avait plus d'équilibre en termes peut-être aérodynamiques que McLaren. Quand il était chez Renault, il avait des problèmes avec les freins. Aujourd'hui, la McLaren, c'est une voiture qui produit beaucoup de traînées, qui a très très peu d'adhérence. Et lui, Daniel Ricciardo, ça ne lui convient pas. Donc honnêtement, il faut que ça se termine parce que là, il termine 17e quand même. Avec quelques abandons en plus. Donc voilà, c'est plus possible et c'est pour ça que je le mets malheureusement dans mes flops. Pour moi, c'est le plus gros flop de ce week-end. Donc voilà, bon bah écoute, on a terminé avec les top flops. Les amis, n'hésitez surtout pas à nous donner les vôtres, voilà, dans les commentaires comme d'habitude. On va maintenant passer à la troisième partie, on va passer à la grande question. Red Bull, génie ou tricherie, c'est tout de suite.
Ok les amis, du coup on est parti maintenant pour le Grand 3 et on va se poser une question ensemble. Red Bull, génie ou tricherie? Voilà, il peut y avoir un certain débat parce qu'on n'a peut-être pas le même avis. On va en parler tout de suite. Je te laisse commencer Nico, tu me dis ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que la Red Bull est, on va dire entre guillemets, parce qu'avec les histoires quand même du plafond budgétaire, on peut se poser beaucoup de questions. J'ai vu qu'il y a eu pas mal de réactions, notamment dans les commentaires de ma vidéo débrief, comme quoi les gens jetaient un petit peu la pierre à Red Bull, comme quoi c'était une voiture totalement illégale, qu'elle gagnait tout simplement parce qu'elle avait un avantage par rapport aux autres. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ce sont des génies ou c'est de la tricherie, tout simplement? Mais force de constater que c'est de la triche, quoi qu'il arrive. Et alors, quand tu me disais la voiture, j'ai envie de te poser la question laquelle? Est-ce que celle de cette année est légale ou celle de l'année dernière? Parce que c'est une incidence sur 2 ans, peut-être 3 ans même. Donc, pour moi, dépasser le budget cap, c'est une faute grave. Il faut penser vraiment aux autres écuries. Moi, je pense Alfa Romeo, Haas, enfin, tout ça, c'est des écuries que le budget cap, ils ont peut-être eu du mal à l'atteindre. Et voilà, c'est très important pour eux que les autres écuries s'y tiennent, tout simplement. Alors, dépasser d'1 million, 2 millions, 3 millions, parce que ça change tellement, je pense qu'on ne connaît pas réellement les chiffres. J'ai vu que c'était des histoires de cantine. Ici, dernièrement, sur F1 TV, Gaëtan Vigneron a déclaré que c'était aussi des frais de jardinage. Moi, dans une de mes vidéos, en plus c'est vrai, hein, moi dans une de mes vidéos, j'ai vu que c'était aussi, enfin j'en ai parlé, que c'était par rapport au salaire d'Adrian Newey, par rapport au fait que Red Bull a déclaré qu'il faisait partie intégrante de Red Bull, et donc son salaire fait partie des 3 salaires les plus gros de l'écurie et n'est pas soumis au budget cap. Sauf qu'en fait, la FIA a déclaré que non, en fait, Adrian Newey fait partie de Red Bull en sous-traitance via sa société Newey, et donc en fait, les frais de sous-traitance avec d'autres sociétés qui apparaissent comme ça ou de consultation sont soumis au budget cap. Et du coup, en l'occurrence, le salaire de Newey également. Donc, on ne connaît pas le vrai du faux. J'espère juste que ça ne va pas se terminer en accord secret à la Ferrari 2020, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, mais pour moi, oui, c'est de la triche. Est-ce qu'il faut retirer les titres de Max Verstappen? Non. Pourquoi? Parce que l'histoire est écrite comme ça et ça ferait trop de bordel, tout simplement. Mais la sanction de l'année prochaine doit être, pour moi, sévère, doit montrer l'exemple, parce que sinon, toi, tu es créateur de contenu comme moi, tu le sais très bien, on va tous regarder des saisons qui sont faussées. Donc l'année d'après, on va apprendre que l'écurie a triché. Du coup, ben voilà, on se fait des faux avis. Nous, on essaye aussi de noter des fois des pilotes sur leurs prestations, mais au final, on n'est pas forcément objectif si les voitures ne sont pas légales. Donc pour moi, oui, il y a une part de triche, mais dans la triche, ben, il y a une petite part de génie, parce que s'ils ont su contourner le règlement à leur façon, que ce soit ici, on parle un petit peu du financier, mais je te donne l'exemple de Mercedes en 2020. La voiture était au-dessus du lot. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le système du DAS. C'était un coup de génie qui a été rendu légal 1 an, mais on le savait. Tu vois, on avait vraiment une explication. On comprenait pourquoi la voiture était vraiment meilleure. Cette année-ci, la RB18, c'est une vraie fusée. Regarde la gestion, la dégradation des pneumatiques de Verstappen sur ses médiums. Il a moins d'usure limite que Lewis Hamilton à l'arrivée, alors que Lewis, il est en hard, quoi. Donc, voilà, je ne veux pas dire que cette Red Bull n'est pas légale, je dis juste que s'ils ont trop dépensé l'année dernière dans le développement, ça a une incidence sur cette voiture qui est vraiment très performante, mais c'est de la triche. Oui, pour moi, j'attends une sanction ferme. Et petite question avant que je te donne mon avis. Est-ce que tu penses, dans un sens, que Red Bull, l'année prochaine, vont faire une saison un peu comme, tu sais, à la Ferrari, après 2019? Une saison un petit peu blanche, on va dire, avec beaucoup plus de difficultés. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Ouais. concrètement? Mais je pense que la sanction sera premièrement financière, avec peut-être des temps aussi de soufflerie réduits. Et moi, en fait, ce que j'attends, c'est de voir la Red Bull jouer la P3 ou la P4, galérer, mais que nous, en tant que fans, on voit vraiment la sanction visible sur la piste sur une année, comme Ferrari. Hein. 2020, Ferrari, très compliqué, tu vois. Donc, je veux vraiment qu'on voit l'impact sur la piste et que l'année prochaine, Red Bull. En fait, je ne souhaite pas que Red Bull soit mauvais. Ce que je veux juste, c'est qu'ils ont pris une sanction et que ce soit visible sur la piste, sur les fans, et pour que toutes les écuries voient que la sanction fait peur, tout simplement. Et surtout que, petite chose également à savoir, c'est que Red Bull, là, vu qu'ils sont champions constructeurs, déjà l'année prochaine, ils n'auront pas autant de temps dans la soufflerie que les autres. On parle d'environ 7% de temps pour le champion du monde, 14% pour le deuxième, et je crois que c'est
Peut-être ouais, 20% pour le troisième, je crois, si je dis pas de bêtises. En tout cas, déjà, ça part très très mal, parce que si on leur enlève du temps en soufflerie, voilà, la Red Bull l'année prochaine, ça risque d'être quand même assez compliqué. Et moi, je pense qu'il y a quand même un petit pourcentage de chances que ça se termine comme Ferrari en 2020, où ils peuvent même pas aller chercher, je sais pas, une P3 ou un truc comme ça. Il y a des Ouais. chances. Et je voulais juste terminer aussi pourquoi je dis que c'est de la triche, parce que en faisant mes vidéos, je me suis aperçu que le budget pour développer une monoplace en début de saison jusqu'à la fin de saison, avec des améliorations, des upgrades, en fait, ça représente plus ou moins 5 millions d'euros pour Ferrari. Parce que Mattia Binotto l'avait déclaré en interview. Ça paraît vraiment un montant très faible, mais je parle bien en début de saison quand la voiture est développée et qu'après, ben, ils doivent arriver avec des petits ailerons, des petites améliorations. C'est plus ou moins un budget de 5 millions de dollars. Bah, le calcul il est simple. Si Red Bull a dépassé d'1,5 million ou de 2 millions, bah, on comprend tout de suite la déclaration de Lewis Hamilton en disant qu'avec 300 000 dollars, ça change l'issue considérable de la saison 2021. Donc, tu vois, c'est sur des aspects comme ça que moi je l'ai mauvaise. Et je tiens à dire que ce soit Red Bull, Ferrari, Mercedes, même Haas. Hein, j'adore Haas parce que j'adore Günther Steiner et la résilience de l'équipe et vraiment la force qu'ils ont. Peu importe l'écurie, c'est de la triche. Voilà, donc ça c'est mon avis, comme ça tu sais un petit peu mon point de vue. Ok, bon. Bah écoute, moi je vais te donner mon avis. Et je vais rebondir aussi un petit peu sur les déclarations de Toto Wolff après la course, puisqu'on l'a bien vu, à 5 tours de l'arrivée, Lewis Hamilton s'est fait doubler par Max Verstappen avec une vitesse en ligne droite qui est juste exceptionnelle. Ça ne nous a pas échappé, ça n'a échappé littéralement à personne. La Red Bull était plus rapide que la Ferrari, était plus rapide que la Mercedes. Il n'y avait strictement rien qui pouvait l'arrêter du coup ce week-end. Et moi, je veux absolument du coup revenir sur cette citation parce que c'est vrai, Toto Wolff a dit quelque chose qui est pas forcément négligeable. Alors, voici la citation de Toto Wolff. Je crois qu'avec le DRS, ils sont environ 35 km/h plus rapides que nous. Si nous sommes derrière eux, je crois que nous sommes 22 km/h plus rapides avec le DRS dans la ligne droite opposée. Mais même sans le DRS, ils ont quand même à peu près 8 km/h de plus. Alors, nous perdons beaucoup de temps en ligne droite, sûrement 4 dixièmes au tour. Au moins, nous avons donc des améliorations à faire pour la voiture de l'an prochain. Donc voilà la déclaration de Toto Wolff. Moi, quand je vois ça, et quand je vois surtout le gap qu'il y a entre tout simplement la Red Bull et la Mercedes, et que l'année dernière, on peut comparer par exemple avec l'année dernière, ok, certes, le design, le concept de la Mercedes cette année est loupé. D'ailleurs, Toto Wolff a dit également que le design allait totalement changer pour l'année prochaine, en 2023. Quand moi je vois, et surtout que je lis ce genre de choses, voilà, qu'est-ce qu'on peut en penser? 35 km/h. 35 km/h. C'est fou, c'est Non, fou. mais vraiment, qui peut arrêter aujourd'hui la Red Bull? C'est ça en fait que je suis en train de dire. Je vois beaucoup de personnes dire que oui, c'est facile de gagner avec une voiture illégale, nanani, nanana. Moi, je suis totalement d'accord avec vous. Par contre, je n'enlève en rien le titre de Max Verstappen. Je pense que même s'il avait eu une voiture entre guillemets légale sur tous les points, il aurait fait un travail monstre. Puisque cette année, il a été juste exceptionnel. Il est déjà rendu à 13 victoires cette saison. Il vient d'égaler Michael Schumacher et Sebastian Vettel en nombre de victoires en une saison. Donc voilà, le mec là, on ne peut rien forcément lui enlever. Il a fait son travail, il a été exceptionnel. La voiture, par contre, là, on peut forcément se poser des questions. L'enquête, de toute façon, on peut pas forcément savoir grand-chose, mais je pense qu'il y a quand même un petit peu de triche. Et je tiens à le dire parce que je rebondis justement sur ce que tu dis là. Nous, en off, on en a discuté pas mal avec Rami sur le cas de la Red Bull durant toute la saison. Et je tiens à le dire que tu as été vraiment très patient avant d'arriver à cette conclusion parce que je me souviens après le Grand Prix de Miami, on en avait discuté et je t'avais dit, Rami, j'ai bien peur qu'en fin de saison, on s'aperçoive que la Red Bull, il y a quelque Ouais. chose qui cloche, qui est une triche parce que regarde comme ils sont en train de voler sur tout et d'enchaîner. Et pourtant, c'était avant le gros enchaînement après la trêve. Donc, et tu m'as dit, écoute, on va attendre avant de dire ça. Tu as vraiment été patient, mais force de constater quand même, fin de saison, tu le vois bien que c'est aberrant et c'est Ils arrachent ennuyant, tout le quoi. monde. Ouais, c'est ça. Ils arrachent tout le monde, c'est le cas de le dire. Après, est-ce qu'on peut les comparer à la Ferrari de 2019 ou à la Mercedes de 2020? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que voilà, c'était pas forcément les mêmes règles, il n'y avait pas le plafond budgétaire. Aujourd'hui, on a un plafond, il faut s'y tenir, tu t'y tiens pas, et bah voilà,
tu en prends les conséquences, comme on dit. Après, est-ce qu'on aura le fin mot de l'histoire? Moi, c'est ça vraiment qui me fait peur. On pourra jamais forcément savoir s'ils ont triché ou s'ils n'ont pas triché. C'est ça le gros problème, puisqu'il y a pas mal de choses qui sont faites en interne. Et, euh, et c'est ça vraiment qui est dommage. Donc, moi, personnellement, s'il y a de la triche, j'espère qu'il y aura sanction. Comme je l'aurais dit de la même manière pour n'importe quelle écurie, je pense que si une écurie triche, il faut qu'il y ait des sanctions. Après, voilà, j'espère pour eux que ça n'a pas forcément changé grand-chose dans le développement de leur voiture. J'espère pour eux qu'ils ont gagné clean, parce que sinon, ça serait vraiment une saison parfaite sur tous les points. Mais voilà. En tout cas, félicitations encore une fois à Red Bull. Voilà, ils ont été champions constructeurs. Ils ont eu le championnat pilote. Donc, félicitations à eux. Comme on dit, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc, moi, personnellement, j'attends encore un petit peu. Là, pour l'instant, je parierais un petit peu plus sur de la tricherie que sur du vrai génie. Je te le dis, je suis honnête. Vraiment. Je te jure. Je parierais un petit peu plus sur de la tricherie. Mais voilà, si jamais c'est démenti par la suite, ça ne me surprendrait pas non plus. Disons que je leur laisse le bénéfice du doute actuellement et je souligne la performance de cette année qui est incroyable, mais je suis pas dupe, on va dire ça. Ouais, mais surtout que le pire, c'est que tu as raison, dans un sens, on en parlait dès le Grand Prix de Miami, quoi. Ouais, je t'en avais discuté, je t'avais dit On Rami, était, j'ai bien peur, et tu m'as on dit est... non, t'inquiète pas, c'est vrai que c'est un peu louche, mais t'inquiète, et t'as vraiment été patient, mais c'est Non, compliqué quand tu vois des performances ainsi, quoi. avant de faire des accusations, il faut faire quand même assez gaffe par rapport à ce qui peut, par rapport à ce qui peut se passer. Je voulais pas mettre directement Red Bull dans la sauce et que tout le monde me prenne pour Ah, un bien sûr. malade. Pour Et ça qu'on en voilà. discute en off également, pour avoir nos avis aussi, enfin, tout simplement, hein. Donc, Oui, on est en bien discuté sûr. en off, on s'est donné nos avis. Et moi, j'avais quand même un petit peu plus tôt dans la saison, j'avais bien peur, mais on ne sait rien voir pour l'instant, c'est tout. Donc, le bénéfice du En plus, doute. ce n'était pas flagrant, hein. Quand on y Ah repense non. bien, Mais à tu sais, Bahreïn, tous les premiers Grands Prix, c'était pas du tout flagrant. Et après, je pense qu'aussi, c'est peut-être les upgrades qu'ils ont apportés au fur et à mesure du temps et qui a fait en sorte que voilà, ils sont devenus implacables, tout on simplement. a, t'en as parlé dans une de tes dernières vidéos. Pour moi, vraiment, ce qui m'a mis vraiment la puce à l'oreille, et je me suis dit, ah ouais, c'est sur la dégradation des pneumatiques. Parce que la Ferrari, Charles Leclerc n'est vraiment pas mauvais pour gérer ses gommes. C'est un pilote qui est connu comme ça, avec vraiment, il sait vraiment bien gérer ses gommes. Et cette année-ci, il souffre vraiment à fond avec sa Ferrari. Mais c'est pas le seul, c'est beaucoup de teams, mais c'est vraiment Red Bull. Bah, Non, il bah, y eux a ne rien qu'à souffrent pas. regarder, y a rien qu'à regarder le Grand Prix des États-Unis. Quand Lewis Hamilton était devant avec des pneus durs et que Verstappen rentre pour chausser des pneus médiums, pouvait potentiellement se dire que au moment où ils allaient se croiser, Max Verstappen il serait déjà un petit peu plus en difficulté avec ses pneumatiques. Au final, ça n'a strictement rien changé. On a l'impression qu'il venait juste de les mettre, alors qu'il avait déjà environ 15 tours avec. Enfin voilà, elle gère ses gommes d'une manière totalement différente des autres monoplaces sur le plateau. C'est visible, c'est un constat, hein, vraiment. J'avais déjà montré la photo dans mon débrief du Japon. Voilà, il faut peut-être mener une enquête et c'est ce qu'ils sont en train de faire d'ailleurs. On attend un petit peu les résultats. Et on espère surtout que les résultats seront publics et que tout le monde pourra voir s'il y a eu tricherie ou non. Après, bien évidemment, tout le monde, chaque écurie, ont au moins fait une fois ce genre d'erreur. C'est arrivé à tout le monde. On peut parler de Mercedes, on peut parler de Ferrari, on peut parler de McLaren, on peut parler de tout le monde. Voilà, il ne faut pas non plus leur jeter la pierre ou leur dire oui, vous avez gagné grâce à ci ou grâce à ça. Voilà, c'est la Formule 1, c'est l'histoire qui est faite de cette manière. Tu l'as dit toi-même tout à l'heure. Donc, euh, donc voilà. Bon, bah Exactement. écoute, je pense qu'on a à peu près tout dit. Tu avais quelque chose à rajouter? C'est bon? Non, non, je pense qu'on a fait le tour. Ben voilà, c'est un cas très compliqué qui va passionner les débats durant plusieurs semaines. Attention à la FIA de ne pas sortir grand perdant aussi de l'image qu'elle va renvoyer avec leurs décisions. Mais je pense qu'on aura encore l'occasion d'en discuter par la suite et des décisions qui vont tomber dans l'avenir. Espérons qu'on aura assez d'éléments pour en discuter. Ouais. Ok, bah totalement. Je te suis totalement dans ta réflexion en tout cas.
Et bon, bah, les amis, écoutez, c'est déjà la fin de ce podcast. Je vous mets la question voilà, dans les commentaires. Red Bull, génie ou tricherie? Vous me dites, vous me donnez votre avis comme d'habitude. N'hésitez surtout pas également à aller voir la chaîne de mon ami, du collègue Nico. Voilà, le secteur Purple. Je vous mets tous les liens dans la description. Il fait un super bon travail, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et Merci sur beaucoup. ce, bah, écoute, je te souhaite une bonne journée, hein, Nico. Écoute, on Bonne aura bien journée aussi discuté. On également. aura Ouais, bien merci à discuté. toi et merci de l'accueil. Franchement, ça me fait très plaisir. Bah, c'est avec plaisir. En tout cas, les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Salut, salut.